Merci beaucoup Valérie. Donc avec moi, nous allons revenir un instant à Isis parce que Christian a dû partir, donc on a inversé nos interventions. Et moi, je voulais revenir un instant sur l'image choisie pour cette petite affiche. Pourquoi cette image pour cette table ronde? C'est une peinture pompéienne et qui montre l'arrivée d'Io à Canope, en Égypte, où elle est accueillie par Isis. Les deux sont ensemble, c'est un cas plutôt rare. Et il existe une autre version de cette peinture pompéienne. Donc Isis tient ici des serpents, cobras, on en a parlé tout à l'heure, et une iconographie qui se rapproche d'une certaine façon de Cléopâtre. C'est pour ça que j'ai choisi cette image, parce qu'il y a les trois dans une seule image, même si ce n'est pas vraiment Cléopâtre là. Et donc, vous voyez que Io et Isis sont ici deux femmes distinctes qui se donnent toutefois la main. Et il y a en effet un lien profond entre elles. Et nous allons voir ensemble lesquelles. J'attire votre attention sur les cornes qu'Io a sur la tête. On les trouve dans une belle tête, un mâle conservé au Louvre. Elle est ici, vous le voyez, caractérisée par Uranus. Il y a aussi un croissant de lune. Et tout ça souligne son lien avec Isis, notamment l'Isis gréco-romaine. Io est donc une femme qui possède toutefois un attribut animal, des cornes. Et dans notre affiche, vous voyez qu'il y a une petite génisse qui se balade, elle se balade sous les titres. Et vous voyez aussi que cette génisse a un visage humain. Elle vient d'une enluminure d'un manuscrit du XVe siècle, de l'épître Othéa de Christine de Pisan. Christine de Pisan, c'était une femme de lettres, une écrivaine, qui vécut entre la fin du XIVe siècle et les débuts du XVe. Et l'épître Othéa est une lettre donc, que Othéa écrit à Hector de Troie, une lettre fictive bien évidemment, dans laquelle on raconte des épisodes de la guerre de Troie, mais aussi des fables mythologiques. Et l'une de ces fables est celle d'Io, dont Ovide a offert la version la plus connue dans les premiers livres des Métamorphoses. Et voici ce que Ovide raconte, les points essentiels. Io est une naïade, fille du dieu fleuve Inachus. Jupiter tombe amoureux d'elle. Et pour échapper à la surveillance de son épouse, jalouse à raison d'un Junon, Jupiter enveloppe Io dans des nuages afin de s'unir à elle. Mais ces nuages, arrivés de nulle part, sont remarqués par Junon, attirent l'attention de Junon qui soupçonne une autre amourette de son époux infidèle. Jupiter doit agir très vite. Et il transforme Io dans une belle génisse blanche pour Ovide, mais d'autres couleurs pour les artistes, afin de la protéger. Mais Junon n'est pas naïve. Et Junon ordonne donc à son époux de lui donner cette belle génisse qu'elle confie à un gardien d'exception. Une créature extraordinaire, un gardien qui va jamais dormir puisqu'il possède 100 yeux qui se ferment à tour de rôle et qui s'appelle Argos. Io est constamment surveillée et pour boire un jour va s'approcher du fleuve Inachus, son père, nous savons son père et ses fleuves, et elle va se faire reconnaître par son père qui pleure, désespéré. Et Jupiter appelle alors Mercure. Mercure, qui déguisé en berger, commence à jouer de chalumeau en s'approchant d'Arius, qui
cède au charme de la musique, au charme des paroles de Mercure, et finalement s'endort. Et donc Mercure, voilà, il lui coupe la tête, et cette tête est recueillie pieusement par Junon, qui va placer tous les yeux d'Argus sur son oiseau favori, qui est l'épan. Et donc, cette histoire, vous la voyez représentée dans ces tableaux, qui vous montrent aussi la fin de l'histoire. Vous voyez au centre Junon, un bleu, qui a recueilli la tête de Dargus, et après, à droite, la suite. Qu'est-ce qui se passe? Junon est en colère. Elle est vraiment terriblement fâchée. Et donc, elle va appeler les araignées infernales afin qu'elles piquent Io, encore transformée en génisse, et la rendent folle. Io commence une course à travers les contrées de la terre, et cette course l'amène sur les berges du Nil où, désespérée, elle invoque la mort. Et Jupiter, prenant pitié de cette ancienne maîtresse, arrive à convaincre Junon finalement de la laisser partir, de lui rendre sa forme humaine, et Io redevient femme, et Ovide termine en disant « Mais non, c'est une déesse à qui la foule vêtue de lin rend toute part un culte solennel. » Il ajoute qu'Io aura un fils de Jupiter, nommé Epaphus, auquel sont consacrés en Égypte des temples à côté de ceux de sa mère. Mais attention, Ovide ne mentionne pas du tout Isis. Il ne parle que d'Io. Et donc, vous voyez ici plus ou moins les gambas de cette histoire. Voyons maintenant ce qu'elle devient au fil des siècles, et pour ce faire, revenons à notre génisse au visage humain. Elle descend d'une iconographie égyptienne qui appartient à la déesse Hathor. Hathor est représentée sous la forme de génisse avec des longues cornes encadrant les soleils et les Grecs identifièrent à la lune. Elle est aussi représentée, vous les voyez, avec une tête de femme avec des oreilles de vache. Hathor est l'un des 10 000 visages d'Isis qui porte souvent la même couronne qu'elle. Ces cornes renvoient donc pour les Grecs au croissant de lune. Et n'oublions pas que les chars de la déesse Diane, lune, est tiré par 2 génisses, et que selon l'astrologie, la lune est particulièrement puissante lorsqu'elle transite dans les signes zodiacales du taureau. Les Métamorphoses d'Ovide sont un texte extrêmement lu. C'est un véritable best-seller tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mais il y avait aussi des interprétations qui vont se multiplier au Moyen-Âge, des interprétations moralisantes qui veulent donner à ces fables païennes un sens allégorique moral ou chrétien. Et dans ces versions, nos personnages commencent à changer de peau pour assumer des significations nouvelles. Il y a eu des interpolations, il y a eu des manipulations, mais aussi pas mal de confusion. Et dans un manuscrit du XIVe siècle, l'histoire, je vous montre certaines pages de ces manuscrits, celles qui illustrent l'histoire d'Io, et donc dans ces manuscrits, par exemple, l'histoire se termine d'une façon différente par rapport à ce qu'Ovide raconte. Malheureusement, j'ai que des images en noir et blanc de la fin de l'histoire. C'est-à-dire que dans la toute dernière image, vous voyez que Io est devenue une étoile. Ce qu'on appelle une carattérisation. C'est difficile pour un italien de dire ce mot. Or, ce n'est pas l'histoire d'Io ne se termine pas de cette manière. Ce n'est pas Io qui est transformée en étoile, mais une autre maîtresse de Jupiter, Callisto. Callisto
qui est transformée elle aussi en animal, elle va devenir ours, hein, par Junon, donc jalouse, toujours en plus ou moins le même type d'histoire, mais à la fin, Callisto va devenir la constellation de la grande ours. Et lorsque on lisait les fables antiques, on essayait de leur donner des interprétations aussi réalistes. Ces récits paraissaient trop étranges. Et l'évêque Isidore de Séville, qui vécut entre les 6e et les 7e siècles de notre ère, et qui fut lui aussi l'auteur d'un autre best-seller médiéval, Les étymologies, donc affirmait, Isidore, que les pères d'Io, Inachus, n'étaient pas un fleuve, mais un roi de la ville grecque, le roi de la ville grecque, Argos. Et vous rappelez aussi, peut-être, que les geôliers d'Io avaient un nom assez proche, qui s'appelait Argus. Et Isidore emprunte deux idées à deux autres auteurs. L'un est Saint Augustin, selon lesquels Io, donc princesse, fut appelée Isis en Égypte, où elle apporta l'écriture. L'autre auteur est Eusèbe de Césarée, qui affirmait qu'Isis était la patronne de l'agriculture. Et voilà que grâce à cette superposition d'identité, Io et Isis ne font qu'une. Mais dans les arrêtalogies hellénistiques d'Isis, il était déjà question d'un lien avec l'écriture et avec l'agriculture. Hérodote avait par ailleurs déjà rapproché Io d'Isis, et c'est une histoire passionnante qui a été racontée par Richard Liniers dans cet article publié dans la revue Bibliotheca Isiaca, vous le trouvez facilement sur Internet. Mais revenons à notre enluminure du début. Si vous vous en souvenez, Ovide dit que Io était une déesse aquatique, puisque dans sa version, son père Inachus est un fleuve. Ici, Io est représentée comme une femme studieuse. Vous la voyez à gauche, studieuse et lettrée, et avec des manuscrits, dont elle se détourne pour suivre Jupiter. Elle possède donc des caractéristiques de femme savante qui appartiennent plutôt à Isis. Et l'auteur qui va cristalliser cette tradition qui, vous voyez, est assez articulée et complexe, est l'italien, le poète Boccas, alias Giovanni Boccaccio. Dans son De Mulieribus Claris, qui rédige entre 1361 et 1362, et qui est aussi le premier ouvrage occidental dédié à des femmes célèbres, et dans ces textes qui connut un succès extraordinaire, surtout en France, avec un titre Claire et noble femme, il y a un chapitre entier qui est consacré à Isis, Io. Dans les illustrations qui accompagnent les textes, on privilégie les voyages par mer. On a parlé d'Isis Pélagia, donc on reprend ces fils antiques pour tisser des nouvelles choses, pour tricoter des choses différentes. Et là, attention au drapeau. Vous voyez que sur ces bateaux, il y a un drapeau avec une génisse blanche. Et on les retrouve dans l'une de ces deux enluminures qui représentent maintenant pas les voyages d'Io, mais les voyages d'Isis par mer. Et maintenant, la vache blanche dans laquelle Io s'est métamorphosée est devenue un navire, selon une interprétation historique qui essaye de donner une lecture, nous pourrions dire, un peu positiviste de ces fables antiques. Donc c'est un bateau et il y a un drapeau avec une génisse, c'est pas Io elle-même qui est transformée. Et on fera la même chose avec une autre héroïne plus célèbre, peut-être que vous connaissez tous, j'imagine, Europe. Là, ce n'est pas Jupiter transformé en taureau, mais là aussi c'est un navire. Elle voyage avec les taureaux, ou encore, pour Europe, on retrouve les mêmes drapeaux qu'on a vus avec, ce n'est pas une génisse, mais non, mais les taureaux blancs jupitériens.
arrivée en Égypte, Io Isis devient une femme civilisatrice. Ici, elle descend du bateau qui l'a conduite en Égypte, elle tient un livre, elle observe des hommes en train de labourer la terre, et dans les fonds, à gauche, elle est adorée comme une déesse. Vous voyez donc que Io et Isis échangent et superposent leur identité. Toutes les deux sont liées à l'idée de fécondité de l'esprit, les savoirs, la femme savante qui apporte l'écriture, mais aussi fertilité de la terre, celle qui cultive la terre. Donc, Isis qui est une sorte d'horticultrice. Mais lorsque on représente Isis, on montre aussi, vous voyez, dans ces cas, la génisse d'Io. Les deux continuent à être superposés dans l'imaginaire de l'époque. Et aussi, lorsque nous nous déplaçons vers la fin du XVe siècle, dans les appartements Borgia au Vatican, les appartements d'Alexandre VI Borgia, les deux, Isis et Io, c'est juste à côté. Et il y a au centre, dans la bande centrale, l'histoire d'Io qui est représentée, et dans les deux autres côtés, à gauche et à droite, c'est plutôt l'histoire d'Isis. Donc, les deux entrelacés. Mais il y a quelqu'un qui va couper ces nœuds gordiens, au moins qui va essayer de les faire. Donc, c'est à notre Christine de Pisan, que nous avions mentionné au début. Et il va séparer la cultivatrice de la femme savante. Chacune d'entre elles va avoir droit à un chapitre, à son propre chapitre, et va assumer une identité précise. Isis cultive la terre, Io enseigne, et c'est elle la femme savante. Donc, pour conclure, laquelle de ces deux femmes va avoir la plus grande fortune iconographique en Europe au fil des siècles? C'est surprenant, peut-être, mais c'est Io qui va être la plus représentée. Et la raison est simple. Son histoire est racontée par Ovide dans les Métamorphoses, qui sont très lues et très illustrées, et traduites dans plusieurs langues. Première question. Quelles scènes de l'histoire d'Io sont les plus représentées par les artistes? Junon découvrant Jupiter et Io, et Mercure en train de tuer Argus. Mais les plus beaux tableaux, selon moi, les plus beaux de tous les temps, les plus beaux qui ont été peints par rapport à l'histoire d'Io, et celui-ci. Les magnifiques tableaux du Corrège qui représentent les moments où Jupiter va s'unir à Io avec ces Jupiter nuages qui embrassent cette femme. C'est d'une délicatesse extrême. Vous voyez aussi la main du dieu qui est en train de toucher les corps d'Io pour la prendre, je pense. Bon, là c'est mon opinion personnelle, mais si vous en trouvez un autre plus beau, je vous prie de me le dire. C'est d'une finesse, d'une élégance extrême.